L'annonce du rétablissement des liaisons maritimes entre l'Espagne et le Maroc a apporté du baume au cœur aux agents des bureaux de change. Après une année anémique, ils s'apprêtent à reprendre leurs activités. La décision de la reprise des liaisons maritimes a redonné de l'espoir aux bureaux de change qui vont accroître leurs activités durant les prochains mois. C'est une bonne nouvelle non seulement pour les bureaux de change mais aussi pour le secteur touristique de manière générale. Les agences de voyage, à leur tour, se préparent pour l'opération Marhaba, au cours de laquelle leurs activités atteignent une vitesse de croisière. Tout était en berne durant les 2 années de crise sanitaire. Maintenant, les choses commencent à s'améliorer, en particulier avec la reprise des liaisons maritimes. Le protocole sanitaire a été allégé. Chaque passager doit se munir d'un passeport vaccinal ou d'un résultat négatif d'un test PCR. Et à ce sujet, je me tourne vers le professeur Ali El-Harichi. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes spécialiste notamment en relations internationales. Alors dans un premier temps, quel rôle sont appelés à jouer ces opérateurs économiques, on en a entendu certains, dans la consolidation des relations entre Rabat et Madrid? Vous savez, l'Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc. Aujourd'hui, il doit se hisser au rang de, on va dire, premier partenaire, si vous voulez, ou parmi les premiers partenaires d'investisseurs au Maroc, à ce titre pour participer à l'augmentation du taux d'intégration industrielle marocaine. Il y a plusieurs volets, donc, comme celui de l'automobile, comme celui de l'aéronautique, et surtout on pense à l'énergie, c'est-à-dire les énergies renouvelables. Les Espagnols, ils ont une grande expérience dans ce domaine et le Maroc s'est inscrit dans cette dynamique depuis 2009 ou 2010. Vous savez, c'est un investissement lourd, l'énergie verte, et je pense à ce niveau, l'Espagne peut contribuer donc, en tant qu'investisseur avec les Marocains. Dans cette perspective-là, quels sont, de votre point de vue, les dossiers prioritaires entre les deux royaumes? Bon, il y a le premier dossier, c'est-à-dire le dossier du Sahara marocain. Et là, l'Espagne a souscrit donc à la position marocaine. Mais il y a aussi le dossier sécuritaire. Nous avons vu que le bulletin officiel espagnol vient de publier l'accord de sécurité entre les deux pays qui a été signé en 2019. Et à ce titre, cet accord sécuritaire, il englobe, c'est-à-dire la migration, la lutte contre le terrorisme, la lutte aussi contre la traite des humains et plusieurs dossiers donc dans le domaine sécuritaire. Il y a aussi la reprise donc économique dont nous avons parlé. Et quelle forme pourrait prendre le comité qui doit voir le jour dans les prochains mois et qui doit être mis en place par Sa Majesté Mohamed VI et Pedro Sanchez pour la mise en œuvre de la déclaration conjointe qui a été conclue jeudi dernier? Donc, à l'instar de ce que fait le Maroc avec d'autres partenaires, d'autres puissances, c'est-à-dire il y a des commissions, donc il y a des commissions permanentes qui travaillent sur plusieurs secteurs, donc les domaines sectoriels, et à ce niveau, ils proposent, donc il y a des propositions et qui vont revenir vers ce qu'on appelle un comité ou une réunion de haut niveau, donc qui se tient chaque année, soit à Madrid, soit à Rabat, ou qui se tiendra donc dans l'une des deux capitales, pour étudier tout ce qui a été fait par tous ces groupements ou ces groupes ou ces commissions permanentes. Je pense que le premier groupe permanent, c'est celui qui est relatif qui existe déjà, donc celui à la migration. Merci beaucoup, professeur Ali El-Harichi. Je rappelle que vous êtes spécialiste en relations internationales. Et sur ce dossier, tenez, voilà la réaction du ministre espagnol de l'Intérieur. Il a précisé le fait que Rabat et Madrid vont approfondir leur coopération, notamment dans les domaines de la sécurité et de l'immigration. Écoutez Fernando Grande Marlaska. Le Maroc et l'Espagne ont instauré une relation du XXIe siècle. Rabat et Madrid vont approfondir leur coopération dans les domaines de la sécurité et de l'immigration, mais aussi de manière transversale pour asseoir un partenariat plus global englobant les infrastructures, l'industrie, la culture, l'éducation et la formation professionnelle. Il s'agit donc d'une relation du XXIe siècle entre deux pays qui ont toujours été proches l'un de l'autre. Je peux dire que les relations avec le Maroc ont atteint un niveau d'entente absolument important. Et c'est un magazine espagnol qui a classé l'aéroport de Massion de stress qui surgissent pendant le mois de Ramadan. Avant d'en parler avec le docteur Fatihat El Khair Sfrioui, voyez ce sujet signé Adil Lutété.
Être coincé au volant par une heure de pointe peut s'avérer infernal. En plein mois sacré, c'est un peu plus corsé. Ces scènes font partie de notre quotidien depuis quelques jours à la fin de chaque journée de travail. Des bouchons à tout bout de rue, accompagnés de festivals de klaxons. Quelques heures plus tard, et peu avant la rupture du jeûne, les embouteillages cèdent la place à des scènes d'incivilité de tout genre commises par des jeûneurs imprudents et irresponsables pressés de rentrer chez eux pour le ftora. Le stress lié au mois sacré est également palpable dans nos souks, nos marchés et dans les lieux à haute affluence. Il est très souvent alimenté par le dérèglement de l'horloge biologique à cause des habitudes qui changent et surtout à cause du fait de veiller et de réduire considérablement ses heures de sommeil. Cela peut entraîner des conséquences néfastes comme le manque de concentration. Et à ce propos, nous retrouvons donc en direct et en duplex Dr Fatihat El-Khair Sfreoui. Bonsoir et bienvenue. Vous avez écrit une série de 7 ouvrages autour du bien-être, intitulés Face à moi-même. L'un d'eux est relatif à la gestion du stress et il est particulièrement utile en ce moment. D'ailleurs, pourquoi, de manière globale, les gens sont-ils autant stressés pendant Ramadan ? D'abord, le stress est une suite de phénomènes physiologiques et psychologiques dégradés par de nombreuses agressions externes, telles que le changement, l'échec, la pandémie, la pollution ou alors des sensations de vide ou du manque. Et le Ramadan, justement, il révèle cela, il dévoile cela et surtout, il va dévoiler aussi nos habitudes néfastes que nous avons l'habitude de cacher derrière des comportements des comportements d'évasion et des substances telles que le café, le tabac, l'alcool, peut-être la drogue, le sucre et autre chose. Pourtant, docteur, c'est une période dont on connaît les rouages et les contraintes. C'est annuel, c'est tous les ans. Pourquoi alors les mêmes situations de stress se répètent ? Ils se répètent parce que on n'arrive pas à évacuer une émotion qui a une durée de 90 secondes parce que lorsqu'on ne l'évacue pas, et le stress est accompagné d'émotions. Et lorsqu'on n'évacue pas l'émotion, elle va, au bout de quelques jours, elle va se transformer en humeur. Au bout de quelques semaines, elle va se transformer en tempérament. Ensuite, au bout de quelques mois, si elle n'est pas évacuée, elle se transforme en trait de caractère et au bout d'une année, ça devient notre identité. Et quand ça devient notre identité, c'est notre programme interne. Et donc, ce programme interne, il va fonctionner de manière automatique. Il va faire comme un pilote automatique. Alors, qu'est-ce que vous préconisez, docteur, pour vivre chaque année un mois de Ramadan plus apaisé ? C'est d'oser. Il faut d'abord oser être face à soi-même et conscientiser ce programme qui est inconscient. Parce que lorsqu'on observe le programme, on n'est plus ce programme. Ça, d'une part. Et d'autre part, il faut agir sur 2 niveaux. La gestion du stress et sa prévention. La gestion du stress, c'est justement, lorsqu'on conscientise le stress, il faut le prendre à son début. Et dès qu'on sent qu'il y a une montée de stress, on fait un stop. On respire de manière consciente et puis inconsciemment, on va programmer d'aller vers la sérénité et de changer ce chemin. Merci beaucoup, docteur Fatihat El-Khair Sfreoui, pour vos précieuses explications et conseils. À présent, l'exceptionnelle performance du cavalier marocain Yassine Rahmouni. Il est devenu cette semaine le premier ressortissant du royaume